Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Maxime Trouleau. 8h21 sur Sud Radio, Céline Pina, on évoque avec vous ce matin cette affaire de ces professeurs qui sont accusés d'avoir saqué des élèves lors du grand oral du bac parce qu'ils étaient juifs. Cette histoire a en tout cas bouleversé hier les réseaux sociaux. Céline, que pouvez-vous nous en dire ? Oui, alors l'affaire concerne une quinzaine d'élèves du lycée Yabné, un lycée privé juif sous contrat, qui auraient été victimes de discrimination lors de leur grand oral. Le jury aurait noté particulièrement durement les élèves dont les noms avaient les consonances les plus juives et un différentiel de 9 points aurait été constaté, selon le proviseur, entre les notes des autres élèves de l'établissement et celles des élèves ayant eu affaire à ce jury. Alors pourquoi il y a de tels soupçons d'antisémitisme ? Les épreuves ne sont pas anonymes au bac ? Eh bien justement, non, pas le grand oral. Le candidat remet une fiche à l'examinateur sur laquelle sont notés les 2 sujets qu'il a choisis et préparés, mais également son patronyme et le visa de son établissement. Est-ce que Céline, on ne peut pas penser tout simplement que le lycée n'avait peut-être pas bien préparé les élèves ? Alors le problème, c'est que Yabné est un des meilleurs lycées de France, un lycée dont la réputation d'excellence et le niveau d'exigence sont connus et reconnu. De plus, nombre des élèves qui accusent les professeurs de discrimination sont des enfants brillants. Oui, même si certains peuvent perdre pied à l'oral. Tout à fait. Le problème, c'est que là, la plupart des candidats venant de Yabné qui ont eu affaire à ce jury ont eu des notes très basses. Bon, dont acte, mais après tout, il arrive quand même que certains sujets soient complexes, que l'étudiant tombe sur une leçon sur laquelle il avait, par exemple, fait l'impasse. Eh bien, en fait, c'est très peu probable, car les grands oraux du bac sont basés sur 2 problématiques qui sont proposées par les lycéens eux-mêmes. Voilà pourquoi ils remettent une fiche sur laquelle figurent les sujets qu'ils ont choisis. Là, il s'agissait de surcroît d'un grand oral de maths, physique, chimie, bien moins casse-gueule que la littérature ou l'économie. D'ailleurs, sur ces spécialités, la moyenne du grand oral est de 15 au niveau national. Autre point dérangeant, on aurait demandé à ces lycéens de se positionner sur le génocide commis par Israël. Voilà pour le contexte. Les réactions, elles, à cette affaire ont été très fortes, Céline. Oui, bien sûr, et pour nombre de raisons. Cette affaire témoigne surtout de la réalité de la baisse de confiance qui est accordée aux institutions. Imaginez aujourd'hui qu'un enseignant puisse faire passer son idéologie avant l'avenir de ses élèves, qu'il soit même prêt à gâcher leur chance parce qu'ils n'appartiennent pas je me suis emmêlée dans mes feuilles, excusez-moi. Allez-y, à Céline. son camp ne suscite pas l'incrédulité. Cela en dit long sur le regard porté sur l'éducation nationale. Autre point, LFI a tellement répandu et décomplexé la haine du juif en instrumentalisant la cause palestinienne et le révisionnisme historique que la parole antisémite s'est libérée à l'école comme ailleurs. Enfin, beaucoup d'enseignants ne laissent pas ignorer leur engagement très à gauche et leur militantisme à LFI, ce qui nourrit également les soupçons. Et enfin, dernier point, sur les raisons, nombre de témoignages d'internautes ont évoqué des enseignants mal formés à ce type d'oral et des professeurs qui sacraient par idéologie tout ce qui ne correspond pas à leurs obsessions, et on serait largement au-delà de la question de l'antisémitisme. Céline Pina, y a-t-il eu une réponse du côté du ministère de l'Éducation nationale ? Tout à fait. Face aux réactions que cette histoire a suscitées, la ministre de l'Éducation a promis une enquête administrative. Elle l'avait à peine promis qu'on avait déjà les résultats, et particulièrement expéditive, celle-ci a conclu à un circulé, il n'y a rien à voir. Ce qui est logique. En effet, un des problèmes de ce type d'enquête, c'est qu'il n'a pas vocation à rechercher la vérité, mais à couvrir l'administration. On les met en place quand on ne veut surtout pas qu'une personne indépendante vienne fourrer son nez là où il ne faut pas. La priorité de l'enquête administrative est avant tout de protéger l'institution. Elle piétine d'ailleurs un des fondements du droit qui dit qu'on ne peut être à la fois juge et partie. Ce vice originel l'entache. Que Nicole Belloubet ait cru qu'une ficelle aussi grossière allait passer en dit long sur le cynisme de ce gouvernement et sur son indifférence face à l'explosion de l'antisémitisme. En fait, l'occasion d'ouvrir une véritable enquête pourrait vraiment mettre fin aux soupçons de pas de vague de l'administration. L'école ne peut pas balayer d'un revers de main de telles accusations et la situation mérite réellement une enquête policière afin que la vérité soit connue et que finalement, si les professeurs sont innocents, ils puissent retrouver aussi leur honneur attaqué. Merci beaucoup, Céline. Jean-Baptiste Noé, vous avez écouté la chronique de Céline Pina. Est-ce que vous avez été confronté à ce sujet des oraux de bac ?
Alors moi, j'étais professeur en lycée pendant une dizaine d'années, donc j'ai préparé des élèves à ça. C'est vrai qu'on a souvent parfois des écarts entre l'oral et l'écrit. Vous avez des élèves qui sont très bons à l'écrit et puis qui perdent pied à l'oral. Ils passent ça dans un autre établissement, un contexte différent. Donc ça peut arriver. Sur le cas précis évoqué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le grand oral est quand même quelque chose d'assez spécifique. C'est nouveau, hein, ça a été créé il y a 4 ou 5 ans. Dans la formule actuelle, ça fait simplement 1 an ou 2 que c'est mis en place. Et ce sont des sujets que les élèves préparent au cours de l'année. Donc c'est pas un sujet qu'ils tirent au hasard et qu'ils doivent présenter. Ils ont 1 an pour le préparer, c'est quasiment apprendre une leçon et la répéter. Donc il n'y a pas d'erreur possible, surtout en mathématiques ou en physique. Donc ça paraît un peu curieux. Et Céline l'a très bien dit, le principal problème, c'est la défiance qu'il y a à l'égard de l'éducation nationale. C'est-à-dire le fait que il pourrait effectivement y avoir une discrimination. C'est quelque chose qui était impensable il y a encore 10 ou 15 ans. Maintenant, c'est quelque chose qui peut exister. Donc, cette ère du soupçon est très pénible. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Il y a toujours ce risque à l'oral du délit de sale gueule, finalement, qu'on note finalement plus à la tête, plus que ce qui a été dit face au professeur. C'est un risque. Est-ce que du coup, faut remettre en cause l'oral ou quand même pas ? Céline? Non, parce que ceci dit, je trouve que c'est un excellent exercice pour des enfants qui vont avoir de plus en plus à se défendre justement dans l'oralité. Et c'était quelque chose qu'on ne développait pas dans l'enseignement français. Je trouve que c'est une bonne chose. Pour autant, il y a peut-être un souci de formation des enseignants. De toute façon, il va falloir être clair. Aujourd'hui, on a eu les statistiques. Je crois que les manques de professeurs sont énormes. Il y a à peu près plus de 3700 ou 3800 professeurs qui n'ont pu être recrutés. Ce qui fait qu'on recrute à un niveau de plus en plus bas, des gens qui sont de moins en moins bien formés. Or, à un moment donné, c'est pas simplement un métier, c'est un engagement, le métier de professeur. C'est un métier très particulier. Quand vous recrutez avec un niveau d'exigence de plus en plus bas, tout simplement parce qu'il y a pénurie et que vous êtes incapable d'offrir des postes attractifs aux gens, eh bien vous vous retrouvez aussi avec des militants qui n'ont absolument aucune conscience de leur devoir vis-à-vis des enfants, de leur devoir d'enseignant. Et les parents s'en rendent compte. Et aujourd'hui, ça raconte aussi quelque chose du lien entre parents et enseignants qui ne savent plus qui est devant leurs enfants. Et qui n'ont plus finalement une confiance absolue en l'institution, parce que parfois ils ont aussi des expériences très limites. Bon, on verra ce que donne la potentielle enquête. On verra s'il y a des plaintes qui vont être déposées. Je voulais vous faire réagir tous les deux aussi. On revient un petit peu avec ce qu'on a dit avec notre auditeur tout à l'heure sur la présence d'Emmanuel Macron à l'OTAN et surtout cette sortie de Joe Biden. On l'a entendu aujourd'hui ce matin avec le hashtag On en parle de Laurie Leclerc. Joe Biden qui a donc confondu Kamala Harris avec Donald Trump et surtout qui a confondu Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, avec Vladimir Poutine. Jean-Baptiste, ça paraît très inquiétant. Est-ce qu'il peut rester encore et être élu qu'à 30 plus, Joe Biden ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour le remplacer. Déjà, en 2020, Joe Biden était un choix par défaut. C'est-à-dire que les démocrates ont un vivier qui est faible, qui est tari. Donc, il avait été pris comme étant un peu une figure consensuelle. Depuis 4 ans, ils n'ont pas réussi à faire émerger une autre personne. Donc, ils le reconduisent. Et le sujet, c'est aussi dans 4 ans, si jamais Donald Trump l'emporte, ce qui est tout à fait probable aujourd'hui. Et on voit bien d'ailleurs côté démocrate comme côté républicain que la politique américaine n'arrive plus à faire émerger de nouvelles têtes parce que l'élite américaine préfère aller ailleurs dans d'autres secteurs qu'elle estime plus porteurs. Et c'est une faillite de la démocratie américaine en général. Et même si Joe Biden était changé, puisqu'il sera officiellement candidat fin août, la convention démocrate, le nouveau candidat aura trop peu de temps pour préparer une campagne électorale. Donc aujourd'hui, c'est un choix par défaut, faute de mieux. Pour le moment, il explique rester, en tout cas dans cette candidature. Céline Pina, une réaction à ce que nous a dit donc Joe Biden, qui confond Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'est un dérapage de plus. En fait, c'est effrayant, tout simplement, quand on regarde le niveau de médiocrité des représentants des démocraties. Et on en a vraiment besoin. Quand la démocratie américaine est représentée par 2 personnalités qui sont quand même extrêmement clivantes, qui sont extrêmement dérangeantes, et puis il y a le niveau des débats aussi. Enfin, je sais pas, moi j'ai été très choquée par ce débat qui commence par 5 minutes de mesurage
d'appendice sur la qualité du jeu de golf des deux présidents. On est quand même sur la première puissance mondiale. Je suis atterrée par ce que je vois et que j'entends. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne du côté des États-Unis avec cette campagne du côté des États-Unis avec un peu un combat des vues entre Donald Trump et Joe Biden, il faut le dire. Allez, dans un instant, merci à tous les deux. 8h31, on va retrouver Benjamin Glaise et son invité politique Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe et député réélu MoDem des Yvelines. À tout de suite.